Cette semaine, dans le débat 77%. Pour vous, l'origine de la guerre aujourd'hui en Ukraine, elle vient d'où? La Russie veut, malheureusement parfois par la force, garder ces républiques-là. Je pense que c'est le même combat que nous menons en Afrique. Le combat où les Africains, les peuples africains veulent choisir ceux avec qui ils veulent collaborer. Avec cette guerre, on remarque aujourd'hui la cherté du blé, des céréales, du gaz, du pétrole, qui sont des ressources très importantes. Bienvenue sur votre émission Street Debate 77%. Cette semaine, nous sommes à Cotonou et nous sommes sur la place Lénine. La place Lénine qui est une place en mémoire à l'amitié de l'Union soviétique et du Bénin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est d'actualité avec des jeunes béninois, des jeunes africains. L'influence russe en Afrique, qu'est-ce que les jeunes africains en pensent? Et pour commencer, je vais recevoir une jeune activiste politique, Christelle. Christelle, l'influence russe en Afrique, qu'est-ce que cela vous dit? Bonsoir à tous, merci beaucoup. C'est un sujet qui passionne en ce moment en raison de l'actualité politique internationale. Pour ce que nous pouvons dire, selon nous, en termes d'influence, la Russie est une puissance à la quête de la surpuissance qui arrive avec son lot d'espoir et de crainte. Lot d'espoir parce que nous y voyons en tant que jeunes Africains la possibilité de renégocier les thèmes de collaboration avec les pays qui sont des puissances avec lesquelles nous sommes en quelque sorte tenus de négocier. Et aussi des craintes parce que nous savons que quand la Russie arrive dans un pays, il y a cette réserve-là qu'elle a de ne pas avoir d'opinion sur la façon dont la politique interne se mène. Je veux dire, les jeunes Africains qui vivent dans des pays qui ne sont pas démocratiques, qui n'ont pas une expérience démocratique, sont quand même à la quête de cette expérience-là. Et le fait de savoir que ça ne préoccupe pas la Russie, autre mesure que cela, ça apporte des craintes. Est-ce que nous n'allons pas, en négociant avec la Russie, en collaborant davantage avec la Russie, nous retrouver dans des situations où, dans nos pays, des chefs d'État qui ne placent pas l'humain au cœur de leur politique ne seront pas amenés à rester longtemps simplement parce qu'ils ont de nouveaux appuis qui ne s'inquiètent pas outre mesure de ce que c'est que la politique à l'interne des pays africains de manière générale. Merci beaucoup pour votre avis. Tania, l'influence russe, on a écouté Christelle, l'influence russe en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous rappelle? Qu'est-ce que cela vous évoque? Pour ma part, je pense que lorsque les plus grands se battent entre eux, ce sont les plus faibles qui en paient les frais. Mais en tout cas, la Russie est aujourd'hui un pays de repli. Je vois un clin d'œil derrière là-bas. Jean Jaurès, vous êtes un spécialiste linguiste. Lorsqu'on parle de l'influence russe en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous évoque? Ici, nous sommes à la place Lénine, vous l'avez dit au départ, et c'est même le symbole que les relations entre la Russie et l'Afrique ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date des indépendances. Donc du coup, quand on parle d'influence russe en Afrique, il est important de recentrer le débat en disant que la Russie ne vient forcément pas nous dicter ce qu'il faut penser. Parce qu'il y a un a priori qui est que les Africains, il faut des gens pour leur apprendre à penser. Ce n'est pas le cas. Donc nous, en tant qu'Africains, nous ouvrons les portes à tous ceux qui viennent et nous trouvons que nous avons en fait la latitude de pouvoir négocier avec les partenaires que nous voulons. Donc influence russe en Afrique pour moi, oui, mais influence américaine aussi, influence française aussi, etc., etc. On va entendre l'avis de Josué. Josué Rungweji, vous êtes un jeune activiste politique. Vous prenez énormément position. Vous avez écouté Jean Jaurès lorsqu'il dit qu'il n'y a pas que l'influence russe en Afrique, il y a aussi d'autres influences. Mais vous, quand on vous lit, vous pensez autrement. Est-ce que pour vous, d'abord, l'influence russe en Afrique, c'est quoi? Bon, pour moi déjà, l'influence russe en Afrique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où la Russie, pour se positionner sur le plan international,
a voulu en réalité avoir aussi des colonies au même titre que les anciens. La Russie a voulu avoir d'autres colonies au même titre que les autres puissances. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de colonie? Nous avons vu la collaboration bénino-russe durant la mandature du président Kérékou. du général Kérékou. Le Bénin a collaboré avec la Russie pendant 18 ans, mais si nous prenons sur le plan comptable, on va constater que grand-chose n'a pas évolué dans le pays dans les 18 ans de relations avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie est revenue se repositionner. Nous avons vu ce qui se passe en Ukraine, que la Russie n'est pas mieux que les autres pays que nous combattons, les Occidentaux. La Russie attaque un pays frère à cause des intérêts que nous ignorons. Puisque nous avons toujours que c'est parce que les Américains ou bien les Occidentaux ou bien l'OTAN veulent installer des bases militaires en Ukraine que la Russie est passée en offensive. Aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien qui en souffre. On va revenir sur la question de l'Ukraine. Mais avant, j'ai entendu quelque chose ici. Je vais demander, Monsieur Shadrach, tout à l'heure, Monsieur Josué était en train de dire que la Russie cherchait des colonies en Afrique. Est-ce que vous avez la même impression? Mais avant, pour vous, lorsqu'on parle d'influence russe, qu'est-ce que cela évoque? Moi, je ne pense pas que ça soit... Effectivement, les gens l'ont démontré que c'est la position de la Russie vis-à-vis de l'Afrique qui ne lui avait pas permis d'avoir ce qu'ils appellent en griffe colonie. Et que c'est... En fait, c'était un peu ce que les gens disent, que c'est la position de la Russie qui ne lui a pas permis d'avoir des colonies. Mais moi, je pense que de façon pratique, ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on sent réellement la présence de la Russie quand je parle du pouvoir économique, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine commercial? Est-ce qu'on sent réellement une certaine influence? Merci beaucoup, M. Shadrach. On va écouter Madame Anaïs. Madame Anaïs, l'influence russe en Afrique, qu'est-ce que cela vous évoque? Moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Shadrach qui dit qu'il n'y a pas une certaine influence. Déjà, avec la guerre Ukraine-Russie, on sent bien l'influence qu'a la Russie sur tous les pays africains qui sont, on va dire, les pays les plus pauvres. Parce qu'on sent bien qu'avec cette guerre, plusieurs produits alimentaires, la hausse de plusieurs produits alimentaires, déjà avec la hausse des prix, les ménages, on va dire, les plus démunis sentent bien cette difficulté. De quelle façon est-ce que cela impacte l'économie? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, on remarque aujourd'hui la cherté du blé, des céréales, du gaz, du pétrole, qui sont des ressources très importantes. On ressent tout de suite ces genres de difficultés-là. Mais là, tout de suite, on ressent bien qu'il y a une influence russe sur nos pays. On va écouter Monsieur Seth. Seth, vous avez vécu en Russie. Que vous pensez de tout ce qui a été dit et de l'influence russe en Afrique? J'ai entendu mes frères et sœurs dire qu'il n'y a pas d'influence russe en Afrique. Je vais battre cela en brèche et rectifier et dire que l'influence russe en Afrique est bel et bien présente et qu'elle est historique. Pendant la guerre froide que la Russie a noué ses plus grandes relations diplomatiques avec les pays africains, les premiers cadres africains ont été formés en Union soviétique. Au moins 25 000 cadres africains ont été formés en Union soviétique et beaucoup d'autres ont été formés sur le terrain en Afrique. Et cette génération de dirigeants, c'est logique que ces gens-là soient plus proches du marxisme-léninisme qui a été une grande influence russe-soviétique à l'époque en Afrique. Merci beaucoup, M. Seth. On va revenir vers vous. Vous allez nous parler brièvement de votre expérience aussi en Russie. Mais d'abord, Christelle, vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qui a été dit? On ne perçoit pas la Russie comme on perçoit les autres puissances. Comment est-ce qu'on perçoit la Russie? On ne perçoit pas la Russie comme on perçoit les autres puissances parce qu'il y a quelque chose de fondamental que la Russie fait et que les Africains de manière générale apprécient. Parce qu'aujourd'hui, on en est à un point où on se dit on a fait un certain chemin avec la démocratie actionnée par les États-Unis et la France. Nos pays ne se sont pas développés. Donc, s'il faut une certaine rigidité dans la gestion politique pour qu'on arrive au développement, alors on va le faire comme ça. Donc, ça se peut que d'ici quelques années, si la Russie continue dans sa dynamique
Le schéma politique de la plupart des pays africains ressemble à ce qui se passe en Russie ou en Chine, comme notre ami l'a évoqué tout à l'heure. Et pour moi, c'est de l'influence. C'est de l'influence qui ne se dit pas. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes Africains sont connectés. Le monde est un petit village où tout ce qui se passe, nous sommes au courant. Aujourd'hui, on n'est plus indifférent à ce qui se passe en Ukraine. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut nous dire ici d'où vient l'origine de cette guerre, l'agression de la Russie contre un État souverain qui est l'Ukraine? Quelqu'un peut nous dire l'origine de cette guerre? Selon moi, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, en tout cas la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est un affront de deux blocs idéologiques. Okay? Deux blocs idéologiques. Il y a le bloc idéologique de l'Europe, okay? Et le bloc idéologique carrément de la Russie. Donc, avant d'opiner sur ça, il faut d'abord comprendre la genèse de la chose. C'est un problème, pour vous, l'origine de la guerre, c'est un problème idéologique. D'abord, Monsieur Sed, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très d'accord avec ce qui se dit. Pour vous, l'origine de la guerre aujourd'hui en Ukraine, elle vient d'où? Effectivement, quand on analyse le discours du président Poutine aujourd'hui, on peut dénoter une certaine nostalgie par rapport à la grandeur de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on constate avec la Russie que la Russie défend vaille que vaille sa sphère d'influence. C'est-à-dire que les ex-républiques soviétiques qui étaient autrefois sous son giron, la Russie veut, malheureusement parfois par la force, garder ces républiques-là, en tout cas soit dans le giron de la Russie, soit dans un état de statu quo neutre. Et aujourd'hui, on a remarqué depuis 2004, depuis les révolutions orange, jaune, tout ce que vous voulez, que l'Occident essaye, coûte que coûte, de faire rentrer l'Ukraine du côté de l'Occident. Mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cela justifie l'agression de la Russie quand même contre un pays souverain? Parce que l'Ukraine, c'est un pays qui compte plusieurs, des populations souffrent, il y a des gens qui meurent. Est-ce que toutes ces choses justifient l'agression de la Russie contre l'Ukraine? L'Ukraine a attaqué déjà les populations russophones qui sont au Donbass. Bon, on va évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, la Russie est dans une posture défensive. Monsieur Josué, vous avez quelque chose à dire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec les avis qui ont été donnés jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire contre ce qui est dit? Déjà, pour le deuxième exemple, je ne suis pas d'accord. D'accord, j'écoute votre avis. On a vu que la Russie s'est levée du jour au lendemain pour attaquer l'Ukraine. D'accord. D'accord. Pour attaquer l'Ukraine. C'est votre point de vue. Pour attaquer l'Ukraine. Mais la seule chose que je sais, l'Ukraine c'est un pays souverain. Et toute négociation, lorsque dans ce pays, nous avons constaté qu'il y a l'avènement des présidents russophones à la tête de l'Ukraine. Le président Zelensky, il a pris le pouvoir en développant en réalité une politique anti-russe pour montrer clairement qu'il veut aller vers l'indépendance totale de l'Ukraine. Une indépendance dans laquelle l'Ukraine aura le droit de choisir celui avec qui il va collaborer. Je pense que c'est le même combat que nous menons en Afrique. Le combat où les Africains, les peuples africains veulent choisir ceux avec qui ils veulent collaborer. Anaïs, aujourd'hui, quel est l'impact de cette crise, de cette guerre, de cette agression de la Russie contre l'Ukraine? Quel est l'impact sur la vie des jeunes Africains? Aujourd'hui, nous sommes en Afrique et nous avons l'occasion de pouvoir. Quel est l'impact sur nos vies, sur notre quotidien? L'impact, elle se remarque bien. Le gaz est cher, le pétrole est cher, assez de produits alimentaires sont chers. Parce que ces produits-là étaient exportés de ces pays-là, de ces deux États-là. Notamment, la Russie produit le gaz et le pétrole, les céréales, notamment le blé. L'Ukraine aussi produit assez de céréales. Et aujourd'hui, cette guerre-là nous impacte tous, et notamment nous jeunes, parce que déjà, c'est difficile de gérer les deux bouts. Et déjà, avec la hausse de certains prix qui nous aidaient à être beaucoup plus flexibles, on est bien coincés. Donc je pense qu'elle nous impacte quand même. Il faut rappeler que la Russie participe à 20% de la production énergétique en pétrole dans le monde. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine impacte la vie
des jeunes Africains. Pour vous, quelles sont les dispositions que les pays africains doivent prendre pour avoir ne serait-ce qu'une certaine autonomie pour que lors de prochaines crises, des crises dans le monde, cela n'impacte plus de façon négative l'économie africaine? Les Africains aujourd'hui doivent trouver un sens dans leur propre réalité. Quand M. Shadrack dit que normalement, pour les pays africains, la pénurie de blé ne devrait pas être un problème. Parce qu'à la place, nous avons des alternatives. Quelles sont les alternatives que nous avons? Du manioc, parce qu'on fait du pain avec le manioc aujourd'hui. On a le fonio, on a le mine, on a le sorgho, on a l'igname. Mais comment est-ce que nous pouvons prendre des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de disponibilité pour du manioc, du mil, du sorgho dans nos marchés Comment est-ce que nous pouvons prendre des dispositions, même pour la production, ne serait-ce que pour la... Je pense que sur ce terrain-là, il manque simplement la volonté politique, parce que le savoir-faire est là. D'accord, manque de volonté politique. Tania, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue de M. Seth, manque de volonté politique? Oui, parce que je pense que nos frères peuvent aussi travailler, commencer à produire avec les moyens que nous avons pour pouvoir traverser cette crise et ne pas attendre forcément l'aide des Occidentaux. Ne pas forcément attendre l'aide des Occidentaux. La jeunesse africaine se pose des questions, elle propose des solutions. Est-ce que quelqu'un a des pistes de solutions? La jeunesse en Afrique, c'est une jeunesse qui manque d'emploi. Et pour un pays ou bien un continent où les gens manquent d'emploi, quel est le secteur qui crée beaucoup d'emplois? C'est l'industrialisation. Si on ne crée pas d'industrie, on ne peut pas avoir des emplois de masse. Et pour créer de l'industrie, il faut aller à la plantation. Aller à la plantation, c'est créer de la richesse pour pallier à ce que vous aviez dit. Si nous voulons fabriquer du pain à partir du manioc, il faut en produire. Il faut en produire assez de manioc pour remplacer le blé. Madame Christelle, est-ce que vous avez des idées pour trouver des solutions? L'Afrique a existé avant que l'Occident n'arrive. Il n'y avait pas de famine. Nos parents se nourrissaient, ils ne se plaignaient pas. Mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique de ce temps... Aujourd'hui, on en est à un point où, à Cotonou, on se plaint de ne pas pouvoir trouver à manger. Bon, ce n'est pas qu'à Cotonou, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au Cameroun. Mais dès que vous retournez dans les zones reculées, et il y a une blague qui circule bien sur Internet où les gens racontent comment, en quittant le village pour la ville, ils se sont rendus compte que manger est plus difficile. Donc, il y a dans... Donc vous proposez que beaucoup de personnes puissent retourner au village? Non, pas retourner au village, mais comprendre déjà que nous ne pouvions pas avoir des problèmes auxquels nous avions déjà trouvé des solutions. Des solutions? C'est important pour nous de produire et ça c'est clair. Quand on n'a pas fini de faire ça, il ne faut pas se lancer dans Mais certains disent que l'agriculture est trop difficile et qu'ils ne trouvent pas des moyens. Justement, l'agriculture est difficile à la manière où il faut cultiver avec de la daba. Aujourd'hui, on a des acteurs économiques et politiques peut-être qui, à chaque fois qu'ils ont un peu de moyens, préfèrent aller s'acheter des maisons en Europe ou en Occident. Alors qu'ils pourraient investir pour participer. C'est intéressant que ceux-là investissent de manière à acheter des machines pour faciliter la production. Et je pense que c'est là où nos problèmes se situent. On n'est pas dans une dynamique de voir ensemble comment on fait pour que nos besoins existentiels aient de solutions avant de passer aux grandes questions de développement. Aujourd'hui, manque de volonté politique. Manque de volonté politique, incapacité à produire de façon locale, à produire en masse. Les jeunes Africains se posent des questions. Certaines personnes invitent les jeunes Africains à beaucoup plus de volonté pour construire véritablement la souveraineté africaine. Et la souveraineté africaine, elle passe aussi par la capacité à produire nos richesses, par la capacité à consommer ce que nous produisons. Et pour cela, les jeunes Africains donnent leur avis. Je pense que ça change. Déjà chez nous, on sent bien que le gouvernement mise beaucoup plus pour la formation technique. La formation technique, agricole, les lycées. Et je pense que le vrai problème après, c'est qu'on produit. C'est vrai qu'on ne produit pas en quantité, mais on produit. Mais le Béninois n'achète pas ce qu'on produit. Et déjà, on disait tout à l'heure que le manioc pouvait remplacer le blé. Mais pour que le manioc puisse remplacer le blé, la personne n'ira pas au champ, par exemple, acheter le manioc. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'industrie, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait des gens pour acheter ce que l'autre produit, qu'il transforme, et qu'il y ait aussi des gens pour arranger le packaging et tout ça. Parce que je pense que
Déjà, quand on va dans les supermarchés, tout de suite, par exemple, quand il y a un truc qui est bien embouteillé et tout, ça nous attire beaucoup plus. Donc, il faut que les jeunes soient beaucoup plus innovants. On produit. Et c'est déjà bien. Et je pense que ça va beaucoup plus changer. Merci beaucoup, Anaïs. On va écouter M. Seth. M. Seth, on a vu qu'avec la guerre en Ukraine, l'impact sur nos économies, on a constaté l'impact sur nos économies. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse sortir de cela? Primo, moi, je vais dire qu'il nous faut beaucoup plus de souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté sous nos ressources minières et minéralières. Parce qu'il y a globalement deux types de développement. Quand vous prenez la Russie, le développement de la Russie est basé essentiellement sur les ressources du sous-sol, le gaz, le pétrole et les métaux rares, les terres rares. Quand vous prenez la Chine, c'est tout le contraire. La Chine a basé son développement sur la valeur ajoutée, sur l'industrialisation. Alors, chaque pays africain, en fonction de son sous-sol, doit déjà, dans un premier temps, se réapproprier ses ressources. Si on prend l'exemple du Niger, le Niger est un pays à très fort potentiel. Le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et que sais-je encore. Ces pays-là regorgent de ressources. Alors, il faut qu'on ait à la tête de nos États déjà des dirigeants qui ont cette envie-là de se réapproprier les ressources du pays. Merci beaucoup, M. Seth. M. Jean Jaurès, quelles sont les solutions? On a vu l'impact de la crise ukrainienne sur nos économies. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'à l'avenir, nos pays africains aient beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de souveraineté? Je pense que dans ce contexte de guerre, de crise mondiale où nous sommes, une solution, par exemple, c'est que les jeunes que nous sommes là, que nous passions moins de temps à nous distraire dans la musique, à nous distraire dans les films, à ne rien faire de productif et que nous allions justement nous renseigner dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas avoir les problèmes en fait que nos aïeux ont déjà résolus. Il faut que nous soyons dans une démarche d'évolution. On va écouter Christelle, on va écouter les solutions, la dernière solution de Christelle. Merci Christelle de nous donner votre solution. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Il faut qu'on travaille à faire de chaque citoyen béninois et africain un être motivé par le fait de se rendre plus productif chaque jour qui arrive. Parce que si chacun à son niveau fait un travail d'évolution, d'épanouissement personnel et puis après d'engagement envers sa communauté, nous aurions les solutions espérées. Merci. Volonté de souveraineté, capacité de former les hommes, former des hommes dans leur environnement afin qu'ils puissent répondre aux problèmes de leurs environnements. Merci d'avoir suivi cette émission, cet épisode de 77%. Vous aussi, n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Merci beaucoup.